Des explosifs, des passeports britanniques et un pont stratégique. L'Occident a-t-il franchi une ligne rouge? Imaginez la scène, en pleine nuit, à l'entrée du pont de Crimée, deux hommes nerveux dans une voiture immatriculée à l'étranger. À la frontière, ils brandissent fièrement leur passeport britannique, prétendant n'être que de simples touristes. Mais ce que les agents russes vont découvrir va bouleverser tout discours officiel. 12 kilos d'explosifs militaires importés, des détonateurs radiocommandés, des GPS de haute précision, des plans détaillés du pont avec des cibles marquées, tout ce qu'il faut pour une opération professionnelle de sabotage d'infrastructures critiques. Derrière ces visages, ce ne sont pas des aventuriers isolés, mais des agents formés, liés à des sociétés militaires privées britanniques, encadrés par des services spéciaux et en contact avec des donneurs d'ordre basés en Ukraine. Depuis des mois, l'Occident répète que ses citoyens n'ont rien à voir avec les attaques en Russie. Pourtant, cette arrestation prouve exactement le contraire. Nous assistons à une escalade délibérée, planifiée, avec des moyens sophistiqués et un objectif clair, frapper la Russie sur son territoire, là où ça fait mal. Cette tentative de sabotage du pont de Crimée n'est pas un incident isolé, c'est un message. Ce qui est en jeu? La sécurité nationale, la stabilité de la région et la réputation même du pays sur la scène internationale. Si l'État ne répond pas avec fermeté, c'est non seulement l'économie, mais la sécurité de chacun qui est menacée. Jusqu'où Londres et ses alliés sont-ils prêts à aller? Pour mesurer l'ampleur de la menace, revenons sur la chronologie précise des faits et découvrons ce que cette opération révèle vraiment de la stratégie occidentale. Pourquoi le pont de Crimée est-il devenu la cible numéro 1 de l'Occident? La réponse saute aux yeux. Ce n'est pas simplement un pont de 19 km reliant la Crimée au continent russe. C'est le symbole éclatant de la réunification du territoire avec la Russie. Une artère vitale à travers laquelle transitent chaque jour des milliers de tonnes de marchandises, de carburant, de nourriture et d'équipements militaires. Sa destruction ne représenterait pas qu'un coup dur logistique. Elle isolerait complètement la péninsule, déclencherait une crise humanitaire majeure et paralyserait l'approvisionnement des forces armées sur le terrain. Autrement dit, frapper ce pont, c'est viser le cœur même de la stabilité régionale et la réputation internationale de la Russie. Rappelez-vous octobre 2022. Une explosion frappe la partie routière du pont, coûtant la vie à plusieurs personnes et interrompant le trafic. Les images du chaos font le tour du monde. La presse occidentale s'en empare aussitôt, célébrant presque l'événement comme la preuve ultime de la vulnérabilité russe. Mais Moscou réagit vite. En un temps record, le pont est réparé, la circulation rétablie, la sécurité renforcée à un niveau jamais vu. Aujourd'hui, chaque centimètre de la structure est surveillé par des capteurs, des patrouilles, des drones sous-marins et la reconnaissance aérienne. On comprend alors pourquoi toute nouvelle tentative de sabotage exige un niveau de préparation et de soutien extérieur inédit. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que la moindre attaque sur le pont de Crimée, ce n'est pas seulement un acte de sabotage, c'est un défi géopolitique lancé à la Russie. Si le pont venait à tomber, la confiance dans la capacité de l'État à défendre le pays s'effondrerait, exposant la population à l'isolement, à l'incertitude économique et à une instabilité qui pourrait se propager bien au-delà des frontières du pays. Mais alors, comment cette nouvelle opération a-t-elle été orchestrée? Et surtout, qui se cache réellement derrière cette tentative de sabotage? Ce n'est pas l'œuvre d'amateurs. Qui orchestre réellement ces attaques? On parle ici d'une opération menée par une équipe ultra-professionnelle, équipée non seulement d'explosifs militaires, 12 kilos de plastique moderne, capable de pulvériser des piliers de béton épais de plusieurs mètres, mais aussi de détonateurs radio sophistiqués, de dispositifs GPS et de plans d'accès extrêmement détaillés. Ce n'est pas le genre de matériel ni de savoir-faire qu'on trouve sur Internet ou au marché noir. Les premières analyses lient directement cette opération à la défense britannique et à des sociétés privées basées à Londres, spécialisées justement dans ce type d'action clandestine. Mais la chaîne ne s'arrête pas là. Il a fallu des mois de préparation, repérage, acheminement du matériel, caches sécurisées sur les côtes, scooters sous-marins déposés bien avant la tentative. Et surtout, coordination constante avec des superviseurs installés en Ukraine,
eux-mêmes reliés à leurs commanditaires occidentaux. Les messages, les instructions, les points de contact, tout a été planifié pour éviter la moindre faille. On découvre aujourd'hui un réseau transnational, structuré, avec des relais locaux chargés de la logistique et du camouflage. Ce n'était pas simplement le pont de Crimée qui était visé. Sur la liste figuraient aussi des nœuds logistiques, des infrastructures énergétiques, des bases militaires du sud de la Russie et même des hubs de transport stratégiques. L'ambition ? Multiplier les frappes, désorganiser l'économie régionale, semer le doute et la peur au cœur même du territoire russe. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que le sort d'un seul ouvrage. Si cette cellule n'est pas entièrement neutralisée, rien n'empêche ses agents et leurs complices de frapper à nouveau, peut-être sur d'autres sites critiques, ou même dans des zones civiles. Chaque jour de retard dans la réponse augmente la menace pesant sur la sécurité collective, l'économie locale et la crédibilité internationale de l'État russe. La question maintenant, pourquoi cette intensification maintenant et jusqu'où ira l'Occident? Mais alors, ce sabotage avorté peut-il déclencher un conflit ouvert ou redessiner la réponse russe? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Car ici, on ne parle pas d'une simple opération isolée, mais d'une action coordonnée, planifiée et soutenue par un État occidental. Les preuves sont accablantes. Des agents britanniques arrêtés en flagrant délit, des explosifs militaires, des plans détaillés ciblant non seulement le pont de Crimée, mais aussi des infrastructures vitales de Krasnodar et Rostov. Impossible de nier la réalité ou de la minimiser. Imaginez une seconde l'inverse, une équipe russe arrêtée à Londres avec la même logistique. L'indignation internationale serait immédiate. Les médias occidentaux crieraient à l'agression, et des sanctions tomberaient en cascade. Pourtant, ici, le silence ou la déformation des faits domine côté occidental. Pour Moscou, il s'agit là d'une violation flagrante du droit international, un acte de terrorisme d'État qui exige une réaction ferme. Plusieurs scénarios se dessinent. Lancement d'une enquête internationale, demandes officielles d'extradition, voire pression diplomatique et sanctions ciblées. Des mesures symétriques, comme l'expulsion de diplomates ou l'arrestation de ressortissants occidentaux, ne sont pas à exclure. De tels événements pourraient précipiter une montée des tensions, avec le risque d'une escalade incontrôlée, alors que la réputation de la Russie, sa sécurité et la stabilité de toute la région sont en jeu. À l'intérieur, ce coup de projecteur sur la menace renforce la mobilisation nationale. Les autorités disposent désormais d'un prétexte solide pour durcir la sécurité, renforcer les contrôles et consolider leur pouvoir en invoquant la nécessité de protéger le pays. C'est un signal d'alarme pour tout le monde. Les temps changent, et l'ère des opérations secrètes touche désormais des points vitaux. Face à cette nouvelle réalité, quelles leçons tirer, et surtout, quelles mesures adopter pour l'avenir? Ce n'est pas qu'une affaire d'espions. Que retenir pour notre vie et notre sécurité collective? Avant tout, il faut souligner que les services russes ont fait preuve d'une efficacité remarquable. La menace a été neutralisée à temps, aucun innocent n'a été blessé, et le pont de Crimée reste intact. Mais derrière cet échec apparent des saboteurs, il y a un message très clair pour chacun d'entre nous. La guerre hybride n'est plus un concept abstrait. Elle a franchi une nouvelle étape où chaque citoyen se retrouve potentiellement concerné. Cela veut dire que la vigilance ne doit plus être réservée aux seuls experts ou agents de sécurité. C'est un état d'esprit à adopter collectivement, que ce soit en signalant les comportements suspects ou en soutenant les mesures de sécurité renforcées, même si elles semblent contraignantes au quotidien. Le pont de Crimée n'est pas qu'une infrastructure. Chaque tentative d'échouer ne fait que renforcer son statut de symbole national. Il incarne la résilience et l'unité face aux pressions extérieures. Ignorer la gravité de ces menaces, les banaliser ou céder à la division, ce serait ouvrir la porte à des attaques inattendues, à un affaiblissement de notre cohésion et, à terme, à une perte de confiance dans la capacité de l'État à nous protéger. Pour nous tous, la leçon est claire. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement lointain, c'est la sécurité de nos familles, la stabilité de l'économie et l'image internationale du pays qui se jouent ici. Chacun a un rôle à jouer,
et l'unité reste notre meilleure défense. Récapitulons ensemble et posons la question essentielle à la communauté. Après ce dévoilement, la balle est dans notre camp. Comment devons-nous répondre? Ce qui vient de se jouer au pont de Crimée n'est pas simplement un énième épisode de tension entre États. C'est un signal fort. Les méthodes ont changé, les risques se rapprochent et les enjeux ne concernent plus uniquement les institutions, mais chacun de nous, notre sécurité, notre mode de vie, la stabilité de notre région. L'arrestation de citoyens britanniques, pris la main dans le sac, avec des preuves directes de l'implication de services occidentaux, enlève toute ambiguïté. Il ne s'agit plus de simples spéculations, mais d'opérations concrètes, planifiées, soutenues par des États étrangers. Certes, l'intervention rapide du FSB et la modernisation des dispositifs de sécurité ont permis d'éviter le pire. Mais ce succès ne doit pas masquer l'essentiel. Chaque tentative avortée sera suivie d'autres, plus sophistiquées, plus imprévisibles. On ne peut pas compter uniquement sur la chance ou sur la vigilance ponctuelle. Il s'agit maintenant de réfléchir collectivement à la réponse appropriée. Doit-on riposter de façon symétrique pour montrer que chaque attaque trouvera inévitablement une réponse? Ou bien privilégier la voie diplomatique au risque de paraître passif face à l'escalade? C'est là que l'unité nationale prend tout son sens. Chacun doit mesurer la portée de ce qui est en jeu. Ce n'est pas seulement la solidité d'un pont, mais la résilience de tout un pays face à des menaces hybrides, la capacité à protéger nos infrastructures et notre réputation internationale. L'Occident tentera peut-être de minimiser cet épisode, d'accuser la Russie de provocation, mais les faits sont têtus. Le pont de Crimée reste debout, symbole de résistance, et son histoire est désormais un avertissement pour ceux qui penseraient que la Russie est vulnérable. Alors, que feriez-vous? Faut-il répondre coup pour coup ou miser sur la diplomatie? Croyez-vous que cette tentative ratée calmera les ambitions occidentales ou au contraire, les poussera à aller plus loin? Partagez votre opinion en commentaire. Votre voix compte. Ensemble, débattons, car la manière dont nous répondrons aujourd'hui définira notre capacité à faire face aux défis de demain.